Merci à tous. En écoutant cette table ronde, je me suis souvenu de ce symbole, toujours les symboles. Le 27 novembre, la France annonçait qu'elle déclarait qu'elle allait enfreindre la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle allait suspendre le respect par notre pays de la Convention européenne des droits de l'homme. Quel symbole de ne plus être que le pays de la déclaration des droits de l'homme et non pas le pays des droits de l'homme. Le pays qui suspend, le pays qui s'absente et qui, du coup, comment va-t-il donner des leçons à d'autres de droits de l'homme? Et donc, en écoutant cela, je voudrais rappeler tous ceux qui nous soutiennent. J'ai cité tout le réseau local de l'Isère, de Grenoble, de Lyon. Au niveau national, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, l'association ATTAC, la Convention pour la 6e République, la Fédération Sud Énergie, l'Institut du Tout-Monde, le collectif Les Passons-nous, le Mouvement commun, le collectif d'urgence citoyenne, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, Alternatiba et la Confédération paysanne. Je cite tout cela parce que tout ce réseau d'associations, ce sont les engagements qui ont accompagné la vie tragiquement interrompue de Mathieu Giroux, auquel je rendais hommage en début de ces 6 heures. Mathieu Giroux, grenoblois qui a fait ses études ici, assassiné au Bataclan, il avait 39 ans, géographe critique, symbole de la nouvelle école de géographie urbaine qui pensait, qui dérangeait, qui bousculait, qui obligeait justement à se poser des questions et non pas à faire silence sur les questions. Je lui ai rendu hommage et comme il était dans la salle et comme il s'est signalé à nous, je vous propose que nous écoutions les paroles de son père, François Giroux. Merci. Je suis donc le père de Mathieu Giroux, massacré au Bataclan à Paris le 13 novembre, à l'âge de 39 ans, assassiné dans la plus belle période de sa vie. Il laisse une compagne, un petit garçon de 3 ans et demi et une petite fille à naître au mois de mars. La vie de toute sa famille et de ses amis a aussi été bouleversée et a basculé ce jour du 13 novembre, ou plutôt la nuit du 13 novembre. Je remercie Edoui Plenel d'avoir rendu hommage à Mathieu Giroux, professeur et chercheur en géographie urbaine, tout à l'heure dans son discours inaugural et maintenant. Mon intervention est un peu décalée par rapport à la journée d'aujourd'hui. Elle ne va pas dans le sens des propos qu'on entend ici. Je vous demande juste quelques minutes pour vous faire entendre un autre point de vue, une autre manière de voir les choses, que j'espère vous essaierez de comprendre et d'accepter. Hier, à l'approche de cette manifestation des 6 heures pour nos libertés, pour mobiliser contre l'état d'urgence, contre l'extension de la déchéance de nationalité, contre la mise en place d'un régime d'exception, mon épouse et moi, nous avons soudainement réagi et nous avons envoyé un courriel à la rédaction de Mediapart et au Dauphiné Libéré qui en a fait une présentation dans son édition d'aujourd'hui. Monsieur François Bonnel, directeur éditorial de Mediapart, et Edoui Plenel nous ont répondu, nous proposant de prendre la parole ici même. Je les en remercie. Je le fais aussi brièvement que possible, mais cela nécessite quand même 4 minutes. Je ne suis pas un spécialiste, un expert de toutes les questions qui sont abordées aujourd'hui et qui sont ultra complexes, j'en suis bien conscient. Je ne suis qu'un citoyen de ce pays, mais un citoyen dont la vie a été bouleversée le 13 novembre et qui se pose des questions sur la sécurité dans son pays. L'assassinat d'un fils dans des conditions atroces peut orienter la pensée d'une certaine manière
dont j'essaie de vous faire part en ce moment. Pourquoi avons-nous réagi hier, mon épouse et moi? Parce que soudain, nous en avons eu complètement ras-le-bol du seul débat qui a lieu depuis des semaines et des semaines sur la question de la déchéance de nationalité et maintenant sur les menaces contre les libertés individuelles que provoquerait l'état d'urgence, comme si nous avions complètement oublié le terrorisme lui-même. Nous précisons tout de suite que pour la déchéance de nationalité, nous pensons qu'il ne fallait pas que le gouvernement s'engage et se fourvoie dans cette mesure qui ne servira concrètement à rien. Je ne parlerai donc pas de cela. Mais pour l'état d'urgence, que fallait-il faire? Ne pas l'instaurer? Ne pas le prolonger parce que, par un coup de baguette magique, 2 mois après le 13 novembre, il n'y aurait plus aucun danger terroriste? Que fallait-il faire? L'état d'urgence est une disposition qui a été créée pour affronter une situation grave. Si vraiment cette disposition ne sert à rien, pourquoi existe-t-elle encore? Bien sûr, on peut faire la liste des bavures de l'état d'urgence. On peut le ridiculiser en citant des cas effectivement burlesques. On peut dénoncer les perquisitions. Bien sûr, on peut dire que l'état d'urgence est attentatoire aux libertés individuelles et qu'il ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. C'est sûrement vrai. Vous le démontrez aujourd'hui. Bien sûr, la modification de la Constitution, du Code pénal, pose sûrement beaucoup de problèmes. Noël, ma mère, en a parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, que fallait-il faire concrètement? Que faut-il faire aujourd'hui concrètement? Nous voulons simplement poser ici la question suivante. Que faisons-nous pour protéger la première des libertés qui soit, la liberté de vivre? Au lieu de ne parler aujourd'hui, partout dans les médias et ailleurs, uniquement de la déchéance de nationalité et des menaces sur les libertés individuelles provoquées par l'état d'urgence, parlons d'abord des réalités concrètes de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Avons-nous bien pris la mesure du palier franchi le vendredi 13 novembre 2015 ? Que faisons-nous pour ne pas nous endormir comme après l'attentat de Charlie Hebdo? Pendant plusieurs mois, malgré l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, dont on n'a presque pas parlé, et du train Le Thalys. Mathieu avait peur après l'attentat du train Le Thalys. Quels ont été les dysfonctionnements du gouvernement, des services de renseignement, de la police, de la gendarmerie, de la justice, avant l'attentat de Charlie Hebdo et avant les attentats de Paris le 13 novembre? Que savons-nous sur les menaces contre une salle de concert à Paris, et en particulier le Bataclan? Il y avait des rumeurs qui circulaient, des juges ont été alertés. Quels ont été les dysfonctionnements du gouvernement et de la police belge? Quand donc les services de renseignement des pays d'Europe se mettront-ils en connexion efficace? Quels sont les nouveaux moyens mis en place depuis le 13 novembre pour lutter efficacement contre le terrorisme? Mobilisons-nous pour aider la société à comprendre les mécanismes qui poussent de jeunes Français à s'engager dans la voie démente du terrorisme, tous milieux confondus. Quelques secondes encore et j'en termine. Menaces sur les libertés individuelles. Encore une fois, la première des libertés est celle de pouvoir rester en vie et de vivre en sûreté. Toutes les réflexions et les actions devraient d'abord converger vers cet objectif. C'est d'abord à toutes ces questions-là qu'il aurait fallu consacrer une journée de travail. Les 6 heures pour la liberté de rester en vie. Puis ensuite, sans doute, comme vous le faites aujourd'hui, aborder la réflexion sur les atteintes aux libertés individuelles proposées par l'état d'urgence. Elles sont nombreuses, bien évidemment. Mais que faut-il faire concrètement? Que proposez-vous concrètement pour que d'autres attentats ne se reproduisent pas, pour que d'autres gens ne se trouvent pas dans la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons? Une vie, vous savez, quand on perd un fils,
C'est bouleversant. Voyez-vous, et j'en termine, certains d'entre nous, les victimes du 13 novembre, nous avons l'étrange impression que dans la situation actuelle, dans les débats actuels, depuis des semaines, l'ennemi à combattre, ce n'est plus le terrorisme, mais l'état d'urgence et finalement l'état tout court. Merci de m'avoir écouté. Merci Mathieu, merci François Giroud. J'ai dit à François Giroud, et je vous redis à tous ici, que tout ce qu'il vient de dire, et ceux qui, parmi vous, lisent de près Mediapart, rejoint totalement nos préoccupations. Que fallait-il faire? C'est évidemment la question que nous ne cessons de poser, en rappelant quelles ont été les dispositions votées, quelles ont été les lois votées, en rappelant que la loi antiterroriste votée tout récemment n'empêchait pas les perquisitions de nuit, n'empêchait pas les gardes à vue prolongées, n'empêchait pas toutes les opérations qui ont été faites. En posant la question suivante, et d'ailleurs Sergio Coronado l'a dit tout à l'heure, pour bien répondre, il faut déjà faire l'expertise des échecs. Nous avons réclamé une commission d'enquête sur Charlie. Et il n'y a pas eu de commission d'enquête alors que dans toute démocratie adulte, de manière bipartisane, il y aurait eu l'expertise de cet échec. Nous avons révélé, c'est Mediapart qui a révélé, qu'en effet, les menaces précises, avec des noms précis, liés à certains des assassins sur le Bataclan, étaient depuis plusieurs années dans un dossier judiciaire. Et nous l'avons révélé, et il n'y a eu aucune réaction, aucune réponse, ni du côté de la justice, ni du côté du ministère de l'Intérieur. Donc, justement, quand M. Giroud et son épouse nous disent « nous en avons ras-le-bol de cet agenda qui divise le pays au lieu de le rassembler », il a entièrement raison. Et nous, nous plaidons au contraire pour un agenda qui rassemble, et je voudrais le dire, il n'y a rien de pire en effet que de perdre un enfant. À quelque âge que cela arrive, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Mais justement, ce que nous voulons essayer de faire, c'est que les souffrances ne s'opposent pas les unes aux autres, qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les victimes, de hiérarchie qui crée de la reconnaissance ici, du ressentiment là, de concurrence des mémoires des victimes, des souffrances, des blessures. C'est pour ça que cette intervention, pour moi, conforte, au-delà du sentiment immédiat que j'ai compris tout à fait avec François Bonnet dans la lettre qui nous a été adressée et que nous allons publier évidemment sur Mediapart. Je pense que nous sommes aussi dans ce chemin commun, dans ce chemin des causes communes. Et ce chemin, vous avez dit, quelle est la plus grande des libertés, des sécurités, sinon d'être en vie? Mais nous savons tous, pour faire chemin dans nos engagements les uns les autres, qu'une vie, c'est d'abord la conquête d'une dignité, la conquête de droit, la conquête de l'autre, que le seul chemin vers l'humanité, c'est le chemin vers l'autre, et qu'il n'y a pas d'autre vie que celle-là qui nous tient au-dessus de nous-mêmes, qui nous élève, qui nous relève. Et cela, c'est aussi ce que nous voulons faire, y compris dans ce qui se passe là spontanément entre nous. Ne pas être dans ce monde où on est comme des lapins dans les phares avec les médias dominants, où l'on ne se parle plus, où l'on ne se rencontre plus, où l'on n'échange plus, mais être au contraire dans ce monde de la relation, les uns aux autres, ce monde où la société elle-même élabore. Et ici même, elle n'a cessé d'élaborer. En avril 2012, à Grenoble, puisque nous sommes ici pour prendre date et faire cet autre discours de Grenoble dans lequel j'inclus votre question, Monsieur Giroud,
dans notre sorte de motion de synthèse, eh bien, il y eut les 100 discours admirables de Grenoble, faits par les habitants du collectif Villeneuve Debout et les Arts du Récit. Gilles Arbonnat,